rejoindre en cours. Donc moi je parle en tant que salariée de la Comédie de Béthune. Je m'occupe du projet Itinéraire bis. Donc en fait c'est le projet en partenariat avec des communes, avec une programmation. Donc l'ILER est partenaire du projet Itinéraire bis. Et donc je suis le projet sur toute l'année. Donc ce soir, comme vous le savez, le spectacle est annulé. Donc le but de l'échange, c'est de vous expliquer pourquoi nous, salariés de la Comédie de Béthune, on fait grève alors qu'on n'est pas intermittent du spectacle. Et puis la compagnie du Créac ne peut pas jouer ce soir, mais est présent aussi pour expliquer aussi la situation des intermittents. Alors surtout, n'hésitez pas à intervenir, poser des questions. Le but, c'est vraiment dans l'échange. Voilà, comme petite intro. Je vous passe le relais. Donc moi je suis Laurence, je suis également salariée de la Comédie de Béthune à l'administration. Je n'ai aucun impact sur le spectacle et pourtant je pense que je peux apporter un petit poids, je dirais, et si chacun apportait un petit poids dans cette lutte, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, je apporte mon petit soutien à la Comédie de Béthune, mais je ne suis pas seule puisque la majorité de l'équipe de la Comédie de Béthune a décidé qu'il était temps de confirmer, d'affirmer notre soutien aux intermittents du spectacle, aux intérimaires. Je vais me permettre juste de lire le communiqué que les salariés ont préparé dans l'après-midi. Et après, on pourra en discuter. Voilà, je vous propose ça pour le moment et ensuite, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Il y a urgence. Nous, la grande majorité des salariés permanents du CDL, la Comédie de Béthune, avons voté la grève reconductible, annulant ainsi la représentation du spectacle Belle Marquise de la compagnie du Créac dans le cadre du projet Itinéraire bis de la Comédie de Béthune, qui devait se jouer ce soir à l'ILER à 20 h. Par cet acte, nous confirmons notre soutien aux intermittents du spectacle, intérimaires, travailleurs précaires. Par cet acte, nous affirmons notre solidarité à l'ensemble des équipes artistiques en grève dans toute la France et dénoncerons avec force le protocole d'accord inacceptable sur l'assurance chômage du 22 mars et ses corrections. Nous exigeons donc le non-agrément par le ministère du Travail, comme l'ont déjà demandé de nombreux députés, sénateurs et sénatrices de la majorité gouvernementale. Le gouvernement doit entendre la colère à la fois contre cet accord qui saccage les droits des chômeurs et contre la politique d'austérité qui détruit l'emploi. Le gouvernement refuse de prendre en compte nos revendications et s'apprête toujours à agréer la convention d'assurance chômage. Dans le même temps, le gouvernement a annoncé hier une baisse de 2,3% des budgets de la culture, ce qui aboutira à des destructions d'emplois permanents et intermittents. L'austérité est nocive à l'emploi comme aux droits sociaux. Quel est l'avenir de la culture pour nos métiers, pour l'éducation artistique? Que sera le spectacle vivant demain si nos métiers disparaissent? Les arts artistiques ont notre préférence, mais elles sont invisibles pour ce gouvernement autiste. La grève est notre dernier recours. Aujourd'hui, nous devons nous mobiliser et faire pression sur le gouvernement afin d'obtenir, avant le 18 juin, date de la réunion ultime du Conseil national de l'emploi, l'engagement du gouvernement à rouvrir les négociations en prenant en compte nos propositions. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Je peux souligner aussi le partenariat de l'ILER qui est vraiment remarquable parce que la ville nous soutient dans notre action et c'est vraiment super de pouvoir aussi compter sur des collectivités territoriales. Oui. Voilà. Donc bravo à l'ILER. Parce que c'est sûr, c'est jamais évident d'annuler un spectacle. Hein. On sait bien que le public est déçu. Et c'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir échanger ce soir et que vous repartiez aussi en comprenant pourquoi. On a un petit article à lire. Ah, déjà? Attends. Oui. Lisons-le, si. Lisons-le. Ah bon, bah là, d'accord. Parce que... Bon, bah... Vas-y, lis ton petit. C'est les petits articles. Vas-y. Bon, bah alors. Bon. Ça va planter le pas que ça arrive. Ça va planter le décor. Tiens. Allez, Voilà. petite impro. C'est une autre version de ce qui vient d'être dit.
On vous donnera la signature si vous ne la devinez pas avant. Des intermittents à ne pas mettre un festival dehors. On dirait que ce gouvernement le fait exprès. Voilà des gens qui sont tous ou presque de gauche, les intermittents. Voilà que débute la saison des festivals. Montpellier, Aix, Avignon, etc. Voilà un ministre du Travail, François Rebsamen, qui a longtemps soutenu le combat des intermittents, jusqu'à signer, fin mars, une tribune demandant à l'exécutif de ne pas signer la convention paraphée quelques jours avant par les partenaires sociaux, le MEDEF, la CFDT, FO et la CFTC. Voilà un président qui, pendant sa campagne, leur a promis à répétition son soutien franc et massif. Et voilà que François Rebsamen s'apprête, à la fin du mois, à signer la convention du 22 mars, laquelle serait effective dès le 1er juillet. Et tout le monde de s'étonner que les intermittents, rendus fous furieux par ce qu'ils appellent une trahison, se mettent en grève et menacent de torpiller les festivals d'été. Comme ils l'avaient fait en 2003, quand Raffarin voulait carrément supprimer leur statut. Ce statut qui met hors de lui le MEDEF. Rendez-vous compte, 200 000 saltimbanques gauchistes qui n'en fichent pas une ramée et prétendent être indemnisés après seulement 500 heures de travail en 10 mois. Bon, c'était quoi, 100 000 seulement sont indemnisés. Bel exemple pour les Français que ces profiteurs qui ne savent même pas ce qu'est un golden parachute. Cet accord, disent les intermittents, aggrave le système en vigueur depuis 2003. Car s'ils maintiennent leur statut, ils devraient beaucoup accroître leur déjà forte précarité. Ce qu'a reconnu à demi-mot Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, en essayant d'éteindre l'incendie la semaine dernière avec cette proposition désastreuse, une caisse de bienfaisance qui leur serait dédiée. Rappelons simplement que depuis 10 ans, un comité de soutien réunissant parlementaires et professionnels bosse et multiplie les propositions, notamment celles qui consistent à faire en sorte que les grandes sociétés de l'audiovisuel comme TF1 et France Télévisions cessent de détourner ce statut à leur profit. Propositions qui ont fini dans un tiroir. Et rappelons au député PS Jean-Patrick Gilles, le médiateur désigné en catastrophe par Manuel Valls, qu'il avait lui-même calculé que le statut spécial des intermittents ne coûtait pas si cher à l'assurance chômage. 320 millions d'euros, soit beaucoup moins que ce que prétend le MEDEF. Lequel MEDEF avait applaudi Sarkozy quand, en 2009, il avait fait baisser drastiquement la TVA dans la restauration, ce qui avait privé l'État de 2,4 milliards de rentrées fiscales par an. En voilà un qui savait soigner ses électeurs. Le canard enchaîné, voilà, de mercredi. On connaît le style. Voilà, alors ça demande peut-être des précisions, hein. Peut-être il y a des endroits flous. L'ironie volontaire du canard enchaîné laisse peut-être des choses comme ça en suspens. Si vous avez des questions vraiment sur ce qui se passe, on est là pour y répondre, hein, évidemment. Et le personnel de la Comédie de Béthune aussi, évidemment. C'est l'assurance chômage en général, hein, qui est attaquée en ce moment, hein, puisque tous les 2 ans, il y a une révision des accords UNEDIC, et là, ça s'est fait un peu à la va-vite, un peu d'une manière cavalière,
sans concertation réelle par rapport à ce dont le Canard enchaîné évoque, un comité de suivi qui pendant 10 ans, depuis 2003, puisque vous avez entendu sûrement parler, déjà en 2003, du problème de l'assurance chômage des intermittents. Et depuis 10 ans, depuis 11 ans donc, il y a des gars qui travaillent, qui proposent, parce qu'on sait très bien qu'il faut réformer. Ce système est un petit peu bancal, il coûte parfois cher, parfois non, en tout cas, il faut essayer de l'équilibrer. Et ce sont des propositions qui sont efficaces économiquement, réellement. Et elles ne sont pas entendues. Et ça, c'est insupportable, puisqu'on est quand même face à une situation où il y a un déficit, comme dans le budget national, et on dit qu'il faut faire des efforts pour juguler ce déficit. Et ces efforts sont demandés, sont répartis à la base, ils sont éclatés, alors qu'on les veut plus justes. Voilà. C'est ces fameuses propositions qui sont au fond d'un tiroir. Elles sont au fond des tiroirs, elles n'ont pas été évoquées. Et précisément, elles sont quoi, ces propositions? Elles tiennent, il y a une dizaine de points. 5 sont assez précis, sans rentrer dans des détails techniques. On demande un cumul du plafond, un plafond du cumul salaire et ACDIC. Voilà, assez inférieur à ce qui est proposé. On propose le 3000 quelque chose, 3000. C'est à 3200 euros. 3129, c'est nos 3129. propositions. 5000 et quelques, ce sont celles proposées par l'accord. C'est-à-dire que si on gagne 3500 euros, on n'a plus le droit aux ACDIC. On a cotisé, mais c'est pour la solidarité. On a bien travaillé, normalement. Si on est en dessous, on a des droits à hauteur de... C'est parce que c'est une somme quand même, 3000. Voilà, pour les travailleurs... C'est un bon salaire. sont concernés par ce salaire. Mais pour les travailleurs... 6%. Levez le doigt, admettons, sur 6% euros par mois. Levez le doigt. Voilà. Bon, c'est des pontes. Il faut peut-être préciser aussi que ce montant, ce plafond, ça concerne vraiment une minorité des intermittents. Oui, Enfin, 6. Et que le reste, le reste que vous pouvez voir aussi dans le coin, les intermittents, on gagne un petit peu plus que le SMIC par mois. Ouais, parce qu'on aurait pu, excusez-moi de couper, mais on aurait pu commencer par se présenter. On a oublié de se présenter. parce que on est tout de suite rentré dans le vif du sujet. C'est-à-dire que, moi je suis comédien, je suis Jean-Maximilien Sobocinski et je devais jouer donc ce soir au Palace. Je fais donc partie de la compagnie du Créache. Moi, Stéphanie Cliquenois et je devais aussi jouer ce soir au Palace. Alors donc Céline Dupuis, voilà, moi aussi je suis comédienne et je devais jouer ce soir dans le spectacle. Bon, Cyril Brice, comédien, vous devez jouer aussi dans Belle Marquise. Moi je me suis déjà présentée aussi. Ah, tu l'es présentée. Donc Sandrine, assistante de direction, salariée à la Comédie de Béthune. Fanny, responsable de la communication salariée à la Comédie de Béthune et en grève aujourd'hui en soutien avec les intermittents. Anaïs Arnaud, administratrice de production et salariée de la Comédie de Béthune et également en grève aujourd'hui. Ophélie, attachée aux relations avec les publics à la Comédie de Béthune, en grève aussi et en CDD. Donc Nathalie, je travaille avec la compagnie du Créache en tant que chargée de production, intermittente du spectacle. Romain, je suis attaché à l'information à la Comédie de Béthune en CDI et je suis là, je suis en grève, je soutiens les intermittents, les intérimaires et tous les précaires. Cécile, je suis directrice de la Comédie de Béthune. Je ne suis pas en grève car en tant qu'employeur, je n'ai pas le droit de faire grève, mais j'ai accompagné, j'ai assisté à l'AG dans lequel la grève d'aujourd'hui a été votée et je suis en pleine solidarité avec l'équipe permanente de la Comédie de Béthune et avec l'équipe de la compagnie du Créache. Pascal, technicien, permanent de la Comédie de Béthune et je suis en grève, je devais monter le spectacle de Belle Marquise. Donc je suis solidaire avec les autres.
Jean-Claude, permanent de la commune de Béthune. Alors, moi j'ai plusieurs fonctions. Je suis agent de sécurité pendant les spectacles, constructeur, et je m'occupe des bâtiments pour la commune de Béthune. Et je suis en grève avec la solidarité des intermittents. Pascal Pascal, moi je suis chargée d'accueil à la commune de Béthune et je soutiens les intermittents et les précaires de toute la France. Aussi bien les intérimaires que les gens à contrat à durée limitée, les mi-temps, etc. Moi c'est Greg, je suis intermittent du spectacle aussi, je fais du plateau et je suis en grève aussi. Je bosse aussi beaucoup pour la commune de Béthune et pour pas mal de structures et qui sont tous en grève aussi. Brice, intermittent, qui soutient les camarades et qui travaille à la Comédie de Béthune. Même si je ne travaillais pas sur ce projet, je suis venu soutenir et la Comédie pour leur positionnement et la Comédie pour les soutenir moralement et par ma présence. Lucie, couturière habilleuse, je travaille régulièrement pour la commune de Béthune et j'étais pas prévue pour ce soir, mais je suis venue en soutien. Voilà. Moi je suis derrière la caméra, vous ne me verrez pas. Et je suis directeur de casting essentiellement pour les petits meurtres d'Agatha Christie. Et qu'est-ce que je veux dire, je suis là en soutien évidemment. Peut-être qu'ils n'entendent pas les petits Voilà. meurtres de Oui. la Voilà. Je participe à des films. Voilà. Et tu es intermittent aussi? Ah oui, bien sûr, évidemment. Donc Voilà. pour ceux qui n'étaient pas là, Bruno a demandé aux personnes présentes si on pouvait filmer. Oui. Donc voilà. Si quelqu'un ne veut pas, Il est temps. fait il arrête. Parce que si vous parlez, je vais me tourner vers vous. Ou pas. Donc n'hésitez pas à le Ou pas. Si vous me dites que non, je vous filme pas, on n'entendra que votre voix. Liliane, tu peux te présenter, Liliane. Oui, donc les gens me connaissent, je suis Liliane Lambrec, responsable des services culturels de la ville de Villers, en soutien avec les intermittents, en soutien de l'action menée par la commune de Béthune. La décision a été évidente pour nous au niveau de la municipalité de soutenir et de respecter le choix de la commune de Béthune ce soir. Et j'excuse donc Mme Dubois qui a tout de suite donné son accord sur le choix de la commune de Béthune. Voilà. Il y a l'atelier d'expression qui est présent aussi, il y a le jardin musical qui est là aussi, en soutien à l'action. Et il y a du public. Nous avons Merci une conseillère d'être municipale. Merci d'être là. On a aussi des collègues de la commune de Béthune qui sont en grève ce soir, qui ne pouvaient pas être là pour des raisons familiales. Je reçois des textos, des photos, ils sont avec nous, ils nous soutiennent et ils sont là. Voilà, on pense à eux aussi. Merci. Donc on revient sur les 5 points, vite fait. Hein. Le premier, c'est ce plafond du cumul. C'est important parce que ça dégage de l'argent, réellement. C'est créditeur. Hein. Et ensuite, on veut assouplir les droits d'entrée à l'assurance chômage. Revenir à ce qui existait avant 2003, à une date anniversaire, c'est-à-dire à des droits calculés sur un an. Et non plus un système très compliqué de glissement qui est flou et qui nous perd tous dans des calculs terribles. Qui correspond aux droits rechargeables qu'on vient... Qui correspond plus ou moins aux droits rechargeables qu'on veut étendre. Donc c'est pas bien, les droits rechargeables. Voilà. Qui de fait mettent en place un temps de cotisation dans l'air. Voilà. Enfin bon. Voilà, deuxième point, c'est la réunion des... Troisième point, pardon. Réunion des techniciens et des artistes dans une même annexe, parce que ce sont des annexes différenciées qui sont compliquées. Quand par exemple quelqu'un est comédien et travaille comme assistant à la mise en scène, assiste un metteur en scène, ces deux emplois ne sont pas cumulables. Ils ne sont pas calculés de la même façon et le volume d'heures et les salaires ne sont pas pris en compte.
dans les mêmes annexes, dans les mêmes caisses, dans les mêmes droits ensuite. Il y a aussi une meilleure protection de la maternité dans ces propositions, hein, des congés maternité et des accidents du travail. Bon, les accidents du travail, il y a quelque chose à faire, parce que de toute façon, on ne coûte pas bien cher à la Sécu. Hein, on cotise, on doit être une des branches qui coûte le moins cher à la Sécu sociale. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'accident. Comment? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'accident. Non. D'accord. Ouais. Bah, les techniciens, beaucoup. Oui. Quoi que les comédiens, des fois. Et du physique, parfois. Non, mais bon, oui. De manière générale. Et pour la maternité, c'est... Alors, je pense que... Ouais. Stéphanie. Stéphanie peut parler plus facilement que moi. La spécialiste de la maternité. Ah oui. En tout cas, dans les choses actuelles, c'est proprement... Enfin, c'est très très compliqué d'être intermittent, enfin d'avoir le statut intermittent et d'avoir un enfant. Parce qu'en fait, on est censé correspondre au régime général. On peut très bien être intermittente et ne pas bénéficier des indemnités de la sécurité sociale. Donc c'est vraiment un casse-tête, quoi. Il faut vraiment correspondre à des périodes. Enfin, c'est bon, un casse-tête. Je ne vais pas vraiment m'étendre là-dessus. Et ensuite, au niveau les indemnités ne comptent pas dans le calcul qui suit la maternité. Donc en fait, ça fait que pendant un an, on est vraiment au bas. On est vraiment au ras des pâquerettes et on est vraiment pas indemnisé, quoi. Enfin, c'est proprement un scandale. Hein. Faut savoir. Voilà, c'est une base de proposition, hein, évidemment. Et il y a la dernière, c'est la prise en compte. En fait, il arrive souvent que dans nos métiers, on intervienne en milieu scolaire, par exemple, en formation auprès des lycéens, des collégiens, etc. Ce temps de travail, il n'est pas toujours reconnu, justement, dans ce régime de l'intermittence, mais au régime général. Et du coup, ça fait que ces heures de régime général ne sont pas comptabilisées. Pareil pour l'ouverture, l'accès au droit à l'assurance chômage. En revanche, ces heures de travail, il y a eu des cotisations pour la sécurité sociale, pour les retraites, etc. Mais en tout cas, elles ne sont pas redistribuées pour cette assurance chômage après. Voilà. Alors que des cotisations pour le chômage vont pour tout le système de l'assurance chômage, mais ne sont pas pour nous comptabilisées, ces heures-là. Voilà. Donc on voudrait une meilleure prise en compte de ces heures travaillées dans le régime général. Voilà. En fait, ça nous semble juste, puisque ce sont des heures de travail effectuées et qui ne sont pas très très loin. Parce que notre métier, c'est la transmission, c'est oui le spectacle, c'est le plaisir, mais c'est aussi, on a quand même un espoir de pouvoir échanger des idées, débattre, et c'est ce qu'on peut faire auprès de populations dans un cercle d'éducation. Voilà, même si on passe par l'artistique, en tout cas on peut échanger. Donc c'est pas si éloigné. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être par rapport à... On entend parfois qu'au plan économique, ça n'est pas neutre non plus. Hein, le fait qu'aujourd'hui, depuis quelques jours, la radio parle quand même pas mal des menaces que vous faites planer sur les festivals et des conséquences que ça peut avoir sur un plan économique, ce qui laisse quand même à entendre que économiquement, ça pèse quelque chose. C'est énorme. Oui. Ben, oui, c'est difficile à quantifier précisément, mais ça l'a été. On coûte 1, on rapporte 6. On coûte 1, on rapporte 6. Voilà. Alors, voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a des soutiens. On a des soutiens effectivement d'un tas de députés, de sénateurs, effectivement plutôt de gauche ou plutôt verts. Mais on a aussi des soutiens. Le comité de suivi dont on parle, ce groupe qui s'est mis à travailler a été quand même créé par, entre autres, par un maire, par le maire de Versailles, entre autres, avec Noël Mamère également. Le maire de Versailles n'est pas spécialement un homme de gauche.
Donc il y a des gens aussi à l'UMP qui nous soutiennent et qui comprennent qu'effectivement on est un véritable pouvoir et on a un véritable poids économique. On est depuis quelques jours, mais vraiment quelques jours, soutenu par des chroniqueurs de télévision. De radio aussi, des grands médias. La BFM TV qui nous soutient. Ce qui est quand même assez terrible. BFM Business. BFM Business. On ne connaît pas. Ah ben non, mais c'est une chaîne qui parle d'économie et d'ultralibéralisme. Et là, ils sont en train de dire, attendez, les intermittents, faut savoir que l'annulation de 2003 a coûté 23 millions d'euros à la ville d'Avignon. Ah, c'est un désastre. 23 millions. Là, à Montpellier, il y avait un festival. En venant, on a écouté la radio. Il y a un festival où les commerçants, comme ils s'appellent, à Toulouse, ils ont commencé à cogner les musiciens qui se mettaient en grève. Tu vas jouer, oui. Parce que eux, ils perdent de l'argent. Ça leur a pas coûté, c'est un manque à gagner. Il y a un manque à gagner. Donc là, ils sont en train de... Donc ils ont cogné ce soir. On en est là, à se dire voilà. À se diviser. Allez, saute mon gars, saute. Joue pour nous. C'est un métier, faut pas oublier que c'est un métier. Parce que là, c'est un métier, c'est notre métier. On défend pas, on parle beaucoup d'intermittence, de choses comme ça. On ne défend pas que les annexes 8 et 10. Hein. C'est ce que je disais hier, parce que hier on a pris position nous par rapport à la grève. Aujourd'hui c'est la Comédie de Béthune qui se positionne par rapport à la grève. Hier quand on était à Béthune, on a expliqué aux gens que on parle des annexes 8, 10, 4. L'annexe 4 c'est les intérimaires, mais on a balayé l'annexe 1. L'annexe 1 c'est les tâcherons, les gens qui travaillent à la tâche, comme par exemple les journalistes pigistes. On les a mis dans le régime général, c'est ceux qui sont payés à la tâche. Et bien tout ça, ça a été... Ces gens ont été mis encore plus dans la précarité. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, mais il faut peut-être rappeler pourquoi ça a été créé. Les annexes 8 et 10, elles ont été créées... Alors, la date, je pense que c'est dans les années 30, genre 36, 36. Ça a été créé par l'industrie cinématographique. Ils ont créé ce statut spécifique pour les techniciens d'abord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait besoin de gars pour fabriquer des décors, pour construire des choses en bois, en ferraille, apporter de la lumière. Et souvent, c'était des gens extrêmement qualifiés. C'était des gens qui faisaient comment ça s'appelle, le Tour de France, les compagnons du devoir. Donc ils faisaient ça, et en fait c'était des gens extrêmement qualifiés, mais le problème c'est que les faiseurs de films ne réussissaient pas à les maintenir au boulot, puisqu'entre temps ils acceptaient d'aller faire une toiture, ils acceptaient de faire un autre boulot ailleurs. Donc le problème c'est que pour faire un film, eh ben, on a besoin de discontinuité. Qu'est-ce que ça veut dire la discontinuité, jeune fille ? La discontinuité, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas continu. D'accord ? C'est-à-dire que je travaille lundi. Regarde, cette semaine, j'ai pas travaillé lundi, mais j'ai travaillé mercredi. J'ai pas travaillé jeudi, mais j'ai travaillé vendredi. Et j'ai pas travaillé samedi, et je travaille dimanche. C'est ça, tu vois, la discontinuité. Ok ? C'est pas mi-temps, quoi. Un jour sur deux. Non. Mais alors il faut c'est faire ça, attention. La discontinuité, Il faut faire attention parce que il y a une différence entre le moment où on travaille et le moment où on est employé. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est discontinu que sur les moments où on dirait qu'on chôme, on chôme. On travaille, on apprend des textes, pour un danseur, c'est répéter des pas. Pour un musicien, c'est pratiquer parce que c'est des choses qui se perdent si elles ne sont pas pratiquées de manière régulière. Et voilà. Il faut savoir que la majorité des intermittents qui travaillent dans le spectacle, au niveau des artistes, les répétitions, apprendre un texte, apprendre une chorégraphie, ils ne sont pas payés. Pendant les heures où ils apprennent la chorégraphie, ils ne sont pas payés. Ils sont payés le jour du spectacle avec le cachet.
Et les heures qu'ils peuvent passer à apprendre une chorégraphie ou un texte, elles sont pas prises en compte. Elles sont prises en compte dans le cachet, mais ça peut prendre un mois, une semaine pour apprendre un texte, une chorégraphie. Pendant ce mois ou une semaine où ils ne sont pas libres de faire autre chose, ils ne sont pas payés. Donc, il faut... Après, donc c'est ça la discontinuité. Donc les gens, ils ont créé dans le cinéma, donc dans les années 30, ils ont créé 1930, attention, je dis, donc ils ont dit voilà, il nous faut garder ces techniciens près de chez nous, près des studios de cinéma, donc on va leur payer du chômage quand ils ne sont pas au studio à travailler, à fabriquer les décors. Et donc c'est pour ça que cette indemnisation a été inventée. Donc ça c'est le côté historique. Après, bon, effectivement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là on a commencé à parler d'un truc qui est précis, c'est que depuis quelques années, bien avant 2003, mais hier je vais donner un exemple précis, en 1993, mon premier contrat, donc il y a 20 ans, 21 ans maintenant, il y a 21 ans, j'ai été engagé pour monter un spectacle avec un metteur en scène et on était 8 comédiens au plateau. On était 8 à répéter. Je ne parle pas du côté des administratifs, des gens qui ont construit le décor, etc. Mais en tant que comédien, le nombre de comédiens, on était 8 au plateau. On a répété 2 mois et demi ce spectacle, qui durait à peu près 2h50. On est arrivé ne sachant pas notre texte, parce que l'adaptation se faisait avec le travail des comédiens. Donc on avait le texte au jour le jour, et puis on travaillait dessus, et puis après en fin de soirée, on nous disait bon ça, maintenant, ça on l'a fixé, on le garde, il faut apprendre cette page, bon on la prenait, et puis on avançait dans le travail 2 mois et demi. L'année dernière, avec la même équipe, j'ai fait un spectacle, on était 10 au plateau cette fois-ci. On a répété 1 mois, et on a joué 3 fois. Alors que le premier spectacle, il y a 21 ans, on a joué plus de 30 fois. 30, 40, je ne sais plus exactement. Alors, les conditions de travail, elles se durcissent. Donc c'est pour ça que maintenant, de plus en plus, on nous dit effectivement, faut venir, on nous dit, ben voilà, dans 2 mois ou dans 3 mois ou dans 4 mois, on va répéter ensemble, mais on a 6 semaines. Et quand on a 6 semaines de suite, on est content. Mais franchement, on est content. Mais on n'oublie pas de nous dire un truc, 6 semaines, mais texte su. Ok, bon, on apprend notre texte chez nous, le samedi, le dimanche, etc. Mais tout au long de la semaine, on passe des coups de fil pour trouver du boulot, pour aller voir. On va passer des castings face à Bruno Le Guern, qui nous connaît pourtant très bien, mais on va encore le voir et il nous filme, il nous dit bon ben voilà, on va montrer ça à un réalisateur. On a des rendez-vous avec la NPE, donc, et on n'est pas payé, bien sûr, ce qui est logique, hein, c'est normal, mais on sent que les conditions de travail elles se dégradent. Les spectacles qu'on joue à côté, parce que tu joues dans d'autres spectacles, tout en continuant à apprendre pour le prochain. C'est une multitude, hein. Être comédien, c'est une multitude de savoirs. Stéphanie le disait, par rapport aux heures de formation qu'on peut donner. Alors après, là, on peut avoir une discussion. Hein. Est-ce que quand on est artiste-interprète, on doit faire de la formation? Ça, j'en sais rien. Moi, j'aurais envie de dire oui, mais j'aurais aussi envie de dire non. Pourquoi faire de la formation? Est-ce que c'est intéressant vraiment pour nos métiers? Bon, hein, c'est une position. Mais il n'empêche que souvent dans les ateliers théâtre avec des amateurs, on demande à un artiste professionnel de venir. Donc ça veut dire qu'on a notre utilité dans les collèges, parce qu'on demande à des artistes professionnels de venir dans les collèges, dans les lycées pour faire passer le bac. Et on n'a pas tout à fait cette reconnaissance. Donc on a un métier où on fait beaucoup de choses, beaucoup de petites choses. Hein. Il y a quasiment plus de troupes permanentes en France. Hein. Il y a la Comédie Française et il y a 1 ou 2 expériences qui continuent, 3 peut-être. Moi je connais un petit peu
le métier, j'en connais pas beaucoup des compagnies qui font des centres dramatiques nationaux où il y a une équipe permanente. Hein, il y a le TNP à Villeurbanne, il y avait à l'époque Valence où il y avait une équipe permanente aussi. Bon, très peu de lieux. Donc l'esprit de troupe, on a 15 comédiens à disposition tout au long de l'année pour faire des spectacles, n'existe plus. On travaille pour plusieurs compagnies de théâtre. Dès que tu sais plus, tu dis, hein, je te l'ai dit. Hein. Dès que tu comprends plus, tu dis Jean-Max. Oui, n'hésitez pas à poser des questions peut-être. Ça, c'est pour vous montrer que les conditions de travail, effectivement, sont détériorées et que c'est aussi pour ça qu'on manifeste. C'est aussi pour ça qu'on en arrive au bout du bout à la grève, parce que c'est vraiment... il y a sûrement d'autres moyens d'action. On en a fait. On en a fait pas mal. Et pour nous, ce soir, c'est la comédie, hein, surtout, mais nous, on a fait la grève hier. C'est pas un choix fastoche, c'est pas quelque chose qui coule de source, encore plus dans le spectacle où normalement on partage quelque chose avec les gens, on va utiliser un moment privilégié dont on se passe là, mais on en arrive au bout et c'est la force de ce symbole-là qu'on veut imprimer au niveau national. Parce qu'il n'y a pas que ici hein, que ça se passe. Il n'y a pas que ici, parce que finalement on prive les gens de l'hilaire d'un plaisir, et nous avec. Mais ça se passe un peu partout en France. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des grèves qui sont votées en ce moment, hein, pour essayer de mettre la pression sur le ministre du Travail, sur ce gouvernement, pour qu'il force les partenaires sociaux à revoir la copie. Parce que c'est pas le gouvernement hein, qui a préparé ça. Ces nouveaux accords de l'assurance chômage, ce sont des partenaires sociaux. Compliqué quoi, c'est des syndicats entre eux. Ça s'est mal passé, pas de manière juste à nos yeux. Le gouvernement a son mot à dire quand même, il signe, il dit oui, allez-y ou non. Voilà, revoyez. Il y en a déjà qui ont dit non. Il y en a qui ont dit non, Martine Aubry a dit non. Déjà, dans les années 2000, en combien 84, le gouvernement Jospin. Alors, on nous dit que c'était une autre période où il y avait de la croissance, il y avait un univers économique positif, quoi, oui. Un environnement. Justement, qu'est-ce qu'on fait? On est dans un truc plus large, quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans cette période où on nous dit tous qu'il faut faire des efforts pour absorber ces déficits? Ouais, on veut bien faire des efforts, mais on va les répartir un peu, quoi. Parce que, bon, au bout d'un moment, on voit plus très clair, quoi. Hein, il y a quand même, dans le même temps, des inégalités qui se creusent. Il y a des gens du CAC 40 qui ont des salaires monstrueux. Il y a un enrichissement des plus hauts en même temps. Et c'est ça, je crois, au fond, qu'on porte nous. On se dit, mais quoi? On va jusqu'où comme ça? On a un gouvernement de gauche, il y a un espoir. On parlait de justice fiscale en 2012, et on se dit, merde, elle est où, la justice fiscale? Qu'elle pourrait démarrer des fois quelque part. On voit juste à nouveau des efforts, faut faire des efforts. C'est une situation économique difficile, c'est la crise. Ouais, jusqu'où quoi? On va aller comme ça jusqu'où? Il y a une chose importante à savoir pour ajouter quelque chose à cette idée. Dans les secteurs de la culture, par exemple, dans cette nouvelle convention d'assurance chômage, les cotisations aussi bien patronales que salariales vont être augmentées, c'est-à-dire qu'elles vont arriver à 13,3%. Pour les charges patronales. Dans le secteur privé, elles sont à 6,2%. C'est-à-dire qu'on est à plus du double dans les milieux de la culture. Et ça, c'est les cotisations sociales, c'est-à-dire pour tout le monde. Donc nous, on veut bien payer des cotisations sociales, bien sûr, mais encore une fois, dans une idée de répartition plus juste.
Bien sûr qu'on a envie de payer des impôts, ça veut dire qu'on travaille. Donc qu'on a envie de participer à cette société. C'est pas du tout ça qu'on dénonce. C'est encore une fois ce système d'inégalité et d'injustice. C'est pour ça que quand on parle du mouvement des intermittents sur l'assurance chômage, il englobe beaucoup plus de choses que ça. Il englobe tous les droits sociaux, en tout cas concernant l'assurance chômage, pour tous les secteurs d'activité. Bon, dans le même temps, on a baissé considérablement les cotisations sociales des entreprises. Hein. C'est le pari qui est fait. Voilà. Donc voilà, ça reprend un peu... voilà, mais sauf pour la culture. Là, on les augmente. Donc il y a quelque chose où on se dit, ça va pas, quoi. C'est associé aussi à une baisse du budget de la culture, c'est historique. Hein. En plus. Oui. Depuis la Ve République, il n'y a jamais eu de baisse du budget de la culture. 390 millions, c'est ça? Sur les 69 millions. Ah, 69, oui, c'est vrai, je confonds les chiffres. 69, pardon. Ça veut dire moins d'argent pour la création, moins d'argent dans les structures, qui pourront moins acheter de spectacles, etc. Voilà. Peut-être aussi vous vous demandez pourquoi ce soir le mouvement de grève a été impulsé par une majorité des permanents de la Comédie de Béthune. Pardon. Mais tu peux y aller, c'est bien. Voilà, je rebondis juste ce que vient de dire Cyril, la baisse des budgets de la culture touche aussi les permanents des structures. Moi je suis en CDI, donc je pourrais me sentir privilégiée en dehors de ça. Sauf que si on donne moins d'argent à la création, ça veut dire que moi demain, j'ai moins de travail. Ça veut dire que la structure pour laquelle je travaille pourrait éventuellement, parce qu'elle a moins d'argent pour fonctionner, faire un licenciement économique. Ça veut dire que suppression des postes aussi dans les théâtres. Ça veut dire moins de personnel pour s'occuper du public aussi. Moins de personnel pour accueillir, pour mettre des choses en place, pour faire que les compagnies artistiques rencontrent le public et qu'il y ait des échanges possibles avec les écoles, avec tout le monde. Et c'est aussi en ça que les permanents des structures sont autant impliqués et concernés par ce mouvement et par cette lutte. Voilà. J'imagine que tu as dû en parler tout à l'heure, mais voilà. Puis même avant d'en arriver là, rien que par solidarité, on travaille dans le milieu du spectacle avec des artistes et c'est tout à fait normal. Et il faut penser aussi à la solidarité sans penser à nous-mêmes. C'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Mais oui, tout à fait. Voilà, c'est pas pour rien qu'on travaille dans ce secteur-là. Mais pour ce qui vous concerne, vous êtes, demain vous vous retrouvez au chômage. Vous êtes indemnisé par le régime général ou... Le régime général, oui. D'accord. Tout à fait. Donc c'est de la solidarité pure, c'est-à-dire que vous n'êtes pas directement moi, je suis pas intermittente, voilà, donc je ne suis pas indirectement. Non, mais je comprends. Hein, mais... Indirectement. Les chômeurs sont concernés par l'accord. Oui, tous les chômeurs. Et puis aussi, on apporte justement que voilà, il y a moins d'argent, il y a moins de possibilités d'avoir d'intermittents, il y a moins de spectacles aussi dans la vie. C'est ça aussi le risque, donc on est tous concernés. Je pense qu'on est heureux aussi de pouvoir présenter des spectacles à l'Hilaire et partout. Est-ce qu'on pourra encore le faire demain? Donc c'est une grande question. Pour parler du budget de... le faire aussi. Bah oui, voilà, c'est ça. Bien sûr. Ah, mais là, il y a une machine qui se met en route. Il y a un travail de sape parce que là, entre nous, là je suis en train de réfléchir aux mots que je vais employer. Il faut qu'on fasse très attention. Mais, tu veux que je coupe la caméra? On est en train de rentrer dans du dur. Mais effectivement, parce qu'on n'est pas... On vous rencontre vous, mais on rencontre des politiciens, on rencontre des députés, on rencontre des sénateurs, on rencontre des maires, on rencontre des gens qui nous disent mais attention, il y a toute une politique qui est mise en place. Et en fait, on a eu lors de la célébration des Molières, là, c'est ce qu'on disait hier, on a quand même un des comédiens qui dit je dédie mon Molière aux intermittents du spectacle. Et il dit, et ça me fend le cœur de devoir le faire alors que c'est un gouvernement socialiste qui est en place. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a... Moi, ce que je crains, c'est que... Mais fondamentalement,
c'est que c'est au niveau de nos emplois, de nos métiers, mais on est tous concernés, les précaires, etc., les intermittents, les précaires, les intérimaires qui sont précaires. Mais en fait, on est en train de remettre en cause tout ce qui a été fait juste après la guerre. Hein. Et ça, c'est grave. Tous les accords qui ont été menés juste après la guerre, j'oublie la terme. Le Conseil national de résistance. Là, on est en train de toucher à ça. Alors peut-être que ça parle pas à certaines personnes, mais à terme, on va privatiser, c'est-à-dire que jeune fille, tu vas devoir à un moment donné travailler pour pouvoir payer ta sécurité sociale. On va devoir travailler déjà on travaille pour payer notre mutuelle, mais là on va payer notre sécurité sociale, notre mutuelle. On va devoir cotiser pour pouvoir payer notre chômage, etc., etc. On va se créer des caisses. Et on va individualiser la chose. Nous, on est en train de nous dire, ouais, mais les intermittents, les artistes, là, vous voulez une caisse unique à techniciens, comédiens, mais ah non, ce serait bien une caisse, rien que vous, les comédiens. Et quoi encore? Et quoi encore? Une caisse rien que les boulangers? Une caisse rien que les mécaniciens? Et une caisse que rien que les gens qui sont jamais malades? Et une caisse où il n'y a pas les gens qui sont amputés des 2 bras parce qu'ils ont eu un accident du travail. Et on va où? Et c'est la société qu'on veut nous proposer. C'est pas une démarche, comment dire, quoi? C'est pas une démarche d'un mouvement de saltimbanque. C'est un changement de société qu'on cherche aussi à toucher. On est en train de nous prendre pour des ploucs, hein, faut pas rêver. Hein. Mais il faut aller au-delà de ça. Ouais, pas uniquement vous, hein. Tout le monde, parce que tous les acquis sociaux dans toutes les professions, on détricote, comme on dit, et ça fait quelques années de ça. Et puis ça prend pas le chemin de changer, hein, sauf peut-être à avoir des... Bah oui, peut-être. Mais quand on dit pas une caisse pour les comédiens et une caisse pour les... Mais alors, faudrait-il une caisse unique pour tous les Français? Ben, en fait, vous savez, par rapport à justement cette proposition-là qui est faite, on travaille, nous, effectivement, dans un secteur de discontinuité de l'emploi. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, la norme, c'est la discontinuité de l'emploi, puisque 86% des travailleurs travaillent en CDD. C'est la majorité. Oui, 86%. Les premiers contrats, 86% des contrats qui sont signés sont des CDD. Mais je dirais ceux qui sont en situation de travailler aujourd'hui, qui ont un travail, que combien, toutes activités confondues, combien sont en CDD, combien sont en CDI? Bah, je pense que quand on parle de non, ce c'est contrat signé. Ce qui circule, c'est 86%. Mais il y a des gens qui sont en CDI déjà installés depuis des années. Mais par contre, vous faites partie de... Et effectivement, par nature, votre travail ne peut pas être pérenne. Non. Et on ne veut pas sortir de la mutualisation de notre système UNEDIC. On ne veut surtout pas sortir. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le système des années 8 et 10 d'intermittence, avant 2003, ce système tel qu'il existait était équitable pour tous et représente sans doute une menace pour le MEDEF, hein, parce qu'il faut dire les choses, puisqu'ils pourraient être, puisqu'ils ont mis en place que ce soit la norme pour le CDD, il pourrait être utilisé pour l'ensemble de la société. C'est-à-dire que les annexes 8 et 10 pourraient devenir la norme. Donc c'est quelque chose qu'ils n'apprécient pas et c'est la raison pour laquelle progressivement ils sont en train de le détruire, de détruire toutes ces particularités. Le fait qu'il ait été voté le droit rechargeable pour le régime général est une catastrophe en fait, parce que notre système avantageux, et on cherche à le détruire, et le système général est devenu encore moins avantageux.
bon, il est passé difficilement, mais il est quand même passé. Mais ça a été un recul vis-à-vis des droits que les chômeurs pourraient avoir. Et c'est une menace qui pèse au-dessus de la tête de tous les travailleurs. Si on obéit à plus en plus de contraintes dans les entreprises, c'est parce qu'on a la crainte du chômage. Quand on voit comment le chômage est en train de devenir, c'est sûr qu'on va pas protester. Voilà. Donc, ouais, je sais pas, il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose tout à l'heure. Alors, la baisse du budget de la culture, dont je parlais tout à l'heure, évidemment, on peut nous rétorquer que dans beaucoup de secteurs qui sont en baisse, même l'armée, etc., des secteurs symboliquement très forts dans le budget en France. Mais justement, dans des périodes difficiles comme ça, on a reçu, il y a 2 jours, vous l'avez peut-être entendu sur les radios, le soutien de Jacques Lang, ancien ministre de la Culture. C'est un soutien de poids et qui dit que justement, peut-être dans des périodes difficiles, il ne faut justement pas baisser le budget de la culture, qui est vecteur d'autre chose, qui est vecteur d'un échange et d'un espoir peut-être, dont on nous parle toujours, pour relancer l'économie. Oui. Je vais parler pour mon cas personnel. Donc au départ, je voulais être costumière. Et la baisse du budget dans la culture fait que de moins en moins de compagnies ont les moyens de s'acheter les services d'une costumière. Et de plus en plus cherchent des moyens alternatifs pour pouvoir créer une pièce de théâtre. La location, l'achat dans la grande distribution, des choses comme ça. Et c'est pareil, si vous allez régulièrement au théâtre, vous avez peut-être remarqué que les décors diminuent, le nombre de personnes sur scène diminue. Et ça, c'est toujours une question de budget. Et c'est la technique, les productions qui en pâtissent à chaque fois. Parce qu'à force de diminuer le budget de la culture, on finira par faire moins bien du spectacle. Donc vous aurez les grosses productions qui viendront vous proposer des shows à la hollywoodienne. Mais les petites compagnies, comme vous auriez pu voir ce soir, elles vont disparaître parce qu'elles n'auront plus de moyens, tout simplement. Voilà. Et les techniciens aussi, du décor, du costume, sont en train de disparaître parce que les compagnies n'ont pas les moyens de les payer simplement. Voilà. C'est ce que j'avais dire. Et tout seul. Oui, il y a la lumière aussi. Mais la lumière, et le son. Voilà. La peinture, Ouais, il y a tous les métiers de la technique qui sont concernés. C'est sûr que je n'ai pas parlé de la lumière ou quoi que ce soit, parce que quoi qu'il en soit, on aura toujours besoin de lumière et de son. Mais c'est vrai, tu parles de vidéo, les créations vidéo qui sont de plus en plus utilisées sur les scènes. Le décor en clé USB. Voilà, c'est ça. Et, 3 vidéos proches, une clé USB, un ordi, voilà. Un décor, un château fort, un truc. Ouais, et tout ce qui est création artisanale PowerPoint disparaît. Mais ça fait un spectacle, c'est pas que des comédiens, même si c'est quand même eux qui sont à l'avant-scène, c'est aussi les techniciens. S'il n'y a pas un régisseur son, un régisseur lumière, quelqu'un qui s'occupe des costumes, même s'il ne les fait pas, et ben, le spectacle ne peut pas avoir lieu. Et c'est sûr que les comédiens, les chanteurs, les danseurs sont en première scène, mais on fait partie d'une équipe et s'il n'y a pas l'avant-scène et l'arrière-scène, il n'y a pas de spectacle. Voilà. Vous oubliez peut-être quelqu'un là-dedans. Bah, oui, on écoutait. Ce sont les gens qui viennent à votre rencontre et ce serait dommage que vous jouiez devant une salle vide. Ah, ça, c'est sûr. Et ce serait dommage pour nous que l'on se déplace et que l'on voit un plateau vide. Quoique, des fois, c'est tendance. Et le coût des spectacles risque d'augmenter pour le public aussi. Oui, voilà. Si on n'arrive pas à le financer. D'accord. Est-ce que je nous vois ici, je vous vois en grève, et il y a quand même des choses qui se rencontrent, qui se télescopent. Putain, pourquoi on est ici? Pourquoi on n'est pas parti voir les Rolling Stones? 100 €, tchac! Je veux dire, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une pression idéologique.
où il y a certains événements qui sont montés comme ça sur le devant de la scène. Il y a une décérébration en quelque sorte. Chez beaucoup de personnes, les comédiens, ce sont des gens qui endorment et qui bercent. Bien sûr. Et lorsque les comédiens sont là et qui nous invitent à réfléchir, on n'est plus les mêmes lorsque l'on est entré et lorsque l'on sort. Là, j'allais dire, c'est pas sûr que cette chose-là soit vue d'un bon œil par certains, disons, qui préfèrent que le bon peuple s'endorme tranquille et qu'il ne se réveille pas au milieu du cauchemar actuel. Tout à l'heure, vous disiez, François Hollande, ce gouvernement est-il à gauche? J'en sais trop rien. Je dirais que sa position est maladroite. Voilà. Il y a aussi une autre chose, c'est que sur les ondes, sur les radios, je n'ai pas la télé, il y a quelque chose qui me vient de plus en plus souvent. Ce sont ces personnes qui viennent en quelque sorte remettre en cause telle ou telle position, qui disent oui quand même, il faut que tout le monde fasse des efforts, etc. Oui quand même, etc. Vous voyez, ce genre d'argument. Ce qui me plaît, c'est que tous ces prêcheurs, ces ecclésiastiques laïques, idéologiques, économiques, avant de prendre la parole, ils faisaient un petit carton, bien qu'ils disent « moi je gagne autant par mois ». Et je gagne autant par mois, et pourtant je demande que on baisse le SMIC, parce que ça permettrait. Ça me choque. Et je vais dire, votre mouvement s'inscrit, je vais dire, dans la même dynamique. C'est-à-dire ceux qui portent la critique, ce sont des gens qui sont bien à l'abri. Et s'ils ne sont pas eux-mêmes à l'abri en France, leur pognon est à l'abri ailleurs. Voilà. La lutte qu'on mène, en fait, faut savoir que c'est pas une lutte de 6 mois ou de... Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Il n'y a pas de mouvement social aussi long en France. Il n'y a jamais eu de mouvement aussi long. Ça fait 20 ans qu'on lutte. Moi, je suis arrivé dans le métier, on luttait. Et régulièrement, ça revient. On ne trouve pas de solution. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de solution. Martine Aubry, il y a en 97 ou 98, a refusé une casse que... Voilà, a refusé un accord avec un accord UNEDIC. A dit, moi, non, en tant que ministre du Travail, je ne signerai pas ça. Hein, parce que on parlait d'accord UNEDIC. Un accord UNEDIC, c'est des syndicats d'employeurs et des syndicats de salariés qui se mettent d'accord. Et ça crée un accord ou pas. Et là, il n'y a pas d'accord. Il y a un accord qui est majoritaire, mais dont on est, nous, bien sûr... La représentativité des syndicats dans ces accords, la démocratie sociale dans la discussion des accords inédits. Il faut juste qu'un syndicat de patrons et un syndicat d'employés soient d'accord pour que ce soit valide. Donc c'est pour ça que Rebsamen parle de majorité, c'est un accord majoritaire, à partir du moment où il est déposé sur son bureau, il est signable, j'allais dire. Hein.
Donc la dernière à avoir refusé, c'est Martine Aubry. Et là, on a un gouvernement socialiste, et là, il est pendant Rebsamen, donc le ministre du Travail, nous soutenait. Et quand il a été nommé ministre du Travail, on s'est dit, bah ça va, on est sauvés. Et ben non. J'avais une question par rapport à ce que vous avez dit sur ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui... etc. Savoir si vous parliez des stars qui gagnaient beaucoup, qui allaient habiter en Suisse ou c'était seulement au niveau des patrons. Parce que ceux-là ne sont pas intermittents, ils sont sortis du système. Donc c'est pour les ça stars. que je voulais savoir. Les stars, pas les patrons. Ceux qui nous donnent des leçons oui. Et qui nous disent d'aller puiser un peu dans nos économies, dans nos réserves. J'aimerais bien savoir de quelle position nous parlons. Alors, tout à l'heure vous avez fait allusion à ça, hein, qu'il y ait un certain nombre de personnes qui pervertissent et qui donnent des arguments justement à ces donneurs de leçons qui pervertissent le système, bien sûr. Il y en a, bien sûr. Mais c'est hyper minoritaire. En fait, ce sont les permittents, mais c'est, comment dire, un effet des boîtes de production. C'est eux qui abusent, pas les permittents eux-mêmes, parce que si c'était pas eux, ce seraient d'autres personnes. On leur dirait t'es pas d'accord avec ça, au revoir. De toute façon, tu es intermittent, donc voilà, je peux faire ce que je veux avec toi. Moi, à titre personnel, je signe mes contrats au milieu du film. C'est-à-dire que je suis protégé en rien, et c'est le cas souvent quand on est engagé sur un film. Voilà, les comédiens s'avancent, apprennent des textes, tout ça, et quand ils doivent tourner, le jour où ils tournent, peut-être même pas le premier jour, je sais pas, on leur dit tiens, au fait, t'as ton contrat à signer. Donc il y a une nonchalance de ce point de vue-là, parce que justement nous sommes précaires. C'est-à-dire que voilà, l'histoire du blacklistage, de dire si on n'est pas conforme à ce qu'ils attendent de nous, et ils disent bah, c'est pas grave, tu vas plus travailler. Ils n'ont même pas besoin de virer, ils disent on attend la fin de ton contrat et c'est bon. Voilà, ça c'est de la précarité. Il y a un tas de métiers techniques qu'on ne peut plus faire jusqu'à porter des câbles électriques. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il y a plein de techniciens. À 45 ans, ils ont des ceintures du docteur Gibault parce qu'ils ne savent plus se tenir, ils marchent comme ça. Parce qu'ils ont porté des caisses et des caisses et des caisses ils ont fait des déchargements, on ne se rend pas compte quoi, mais les structures osseuses, elles morflent comme on dit quoi. Donc voilà, il y a de la vraie pénibilité quoi. C'est aussi et donc en fait on peut remplacer assez facilement. Il y a tout le temps quelqu'un à la porte qui va demander du. Oui, vous pensez. Le manque est orchestré. On a besoin de cacher. Donc. Je pense qu'il y aura tout le temps quelqu'un pour pousser les flyers de Johnny Hallyday pour monter sa. D'accord. D'accord. Mais je veux dire que. Votre métier s'inscrit dans quelque chose de précaire, j'ai bien compris, mais on ne remplace pas un talent par du précaire. Non, bien sûr. Hein? Tout le monde ne peut pas... Voilà, c'est ça. Je comprends, j'ai pas un talent exceptionnel. J'ai pas un talent exceptionnel, mais il y a 2 ans, ils ont décidé de me remplacer parce que j'ai des plumes. Mais il faut savoir que je dormais 5 heures par nuit parce que leur travail à eux était mal fait et que je compensais. Et j'ai dit, écoutez, ça va pas, et j'étais plutôt en colère et pas écouté, alors que je ne vois pas comment on aurait pu mieux faire mon travail. Donc ils m'ont sorti, voilà. Même quelqu'un qui sait moins bien le faire, on va le prendre, puisqu'il acceptera. Je pense, bon, peut-être pas partout, parce que c'est sûr, mais sur des
des emplois qui n'ont pas d'évidence une compétence particulière. Moi, donc je suis directeur de casting, mais je m'occupe aussi de la figuration. Ça n'a l'air de rien. Sur Paris, c'est réglementé. C'est-à-dire que ils ont un syndicat, il y a une obligation de prendre un certain nombre de personnes qui sont à peu près tous les mêmes. Ici, en région, c'est moins suivi, c'est plus lâche, et par ailleurs, ce n'est pas une activité professionnelle. C'est-à-dire que je dois chercher des gens de bonne volonté qui acceptent de venir, qui se rendent disponibles, qui sont chômeurs éventuellement, ou des comédiens en recherche de cachet. Et ça laisse l'impression que tout le monde peut le faire. Et sur un film, on ne comprendra pas pourquoi le film n'est pas bien, mais si la figuration est mal gérée, des fois on ne comprend pas, mais on se dit ça ne me va pas. Et bon ben voilà, ce travail, je pense qu'il y a plein de monde qui voudrait bien le faire à ma place. Il ne nécessite pas une compétence particulière, juste de développer du relationnel et un réseau. Mais par ailleurs, dans la réalité du métier, c'est assez compliqué en région. Très compliqué et éprouvant. Voilà. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça. Et en parlant du côté technique d'intermittence, il y a beaucoup de demandes et peu de place. Oui, dans mon cas personnel, je suis habilleuse. J'ai plus de 6 employeurs différents pour pouvoir avoir les 507 heures miraculeuses pour combler mon statut. Et c'est des périodes de stress, on peut même dire de déprime, à chaque fois que pendant... Là, par exemple, je commence ma saison creuse. De juin à septembre, voire mi-octobre, il n'y a pas d'activité théâtrale dans le Nord. Quasiment pas. Donc là, ça va être une saison très creuse, donc il y a une baisse de morale, un cycle comme ça. Et puis à partir de septembre, ça va remonter progressivement avec une énorme activité, en tout cas personnellement, au mois de décembre, janvier, février, grosse période où je peux faire plus de 60 heures, enfin je peux pas non, 50 heures par semaine. Je vais faire 50 heures par semaine parce que c'est la légalité. Et après, ça va redescendre crescendo jusqu'à retomber à 0 au mois de juillet-août si j'ai pas trouvé à me faire embaucher dans un festival. Et c'est tous les ans, c'est comme ça. Et à savoir si on va finir par boucler ces 500 miraculeuses 507 heures pour pouvoir continuer à vivre les mois où on n'a pas d'activité. Et je sais pas si pour les autres intermittents c'est pareil, mais ces périodes de creux, c'est pas des vacances, c'est du stress, à savoir il faut aller démarcher, il faut trouver d'autres théâtres pour pouvoir avoir plus d'heures encore l'année prochaine. Et parce qu'on ne sait pas si on va être repris par les théâtres qui nous ont pris l'année d'avant ou y a une baisse du budget, donc le poste est supprimé, on va aller demander à la femme, pour moi, on va aller demander à une femme de ménage de faire mon travail. Et c'est voilà, c'est tout un cycle comme ça. On a une précarité justifiée. Le statut, heureusement qu'il est là, parce que sinon on ne pourrait pas vivre du métier qu'on aime, parce que j'aime ce que je fais, je suis contente de rencontrer des compagnies, de discuter avec elles, de voir les costumes qui me rapportent et que j'aime les soigner pour qu'ils soient les plus beaux possibles. C'est vraiment quelque chose que j'aime profondément et je voudrais pas faire autre chose. Mais on a toujours cette épée de Damoclès qui est au-dessus de nous, à savoir si l'année prochaine je pourrais payer ma maison. Parce que j'ai acheté une maison, voilà, parce que j'avais envie de m'installer. Et je sais pas, j'ai le crédit quand même. Quelle banque ? C'est aussi des questions de vie, savoir est-ce que je vais faire un enfant maintenant ? Parce que je sais pas comment je vais l'élever si j'ai plus mon statut, si je peux plus financer ça. C'est est-ce que je me reconvertis pour avoir un boulot plus fixe ? Mais en quoi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis habilleuse couturière. Je vais aller travailler à l'usine pour être payée encore moins que ce que je gagnais pendant que j'étais intermittente. Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose toute l'année et de ne pas avoir la certitude que le statut sera encore maintenu l'année prochaine. Et
et ben, ça nous met dans une détresse. Et c'est pour ça aussi qu'il faut défendre ce statut, parce il fait vivre des personnes. C'est pas, les intermittents, en général, vous parlez à un intermittent, il ne fait pas ce métier parce qu'il a envie d'être intermittent. Il fait ce métier parce qu'il aime ce qu'il fait, parce qu'il aime faire de la lumière, parce qu'il aime faire plaisir au public, entendre les applaudissements à la fin d'un spectacle pour dire qu'il a bien bossé, que c'est une réussite. C'est ça aussi le métier d'intermittent. On a une sensibilité différente que quelqu'un qui travaille dans un bureau ou dans un informaticien, mais on a notre utilité, je pense. Et si on perd cette possibilité de travailler, eh ben, on dépérit, quoi. Enfin, je crois. Enfin, moi, ça sera comme ça. Et quand je vous entends, peut-être que là, je n'ai pas su dire exactement les choses. Ce que je veux dire, quand je vous entends, je vous dis, c'est pas interchangeable. Non, c'est pas interchangeable. Les fonctions sont interchangeables, mais les personnes ne sont pas interchangeables. Mais justement, on est tellement... On est tellement nombreux. Heureusement qu'il y a des structures, et je vais parler pour la Comédie de Béthune parce qu'elle m'a toujours bien traité. Heureusement qu'il y a des structures comme ça qui fidélisent leurs intermittents. Parce qu'au moins on est sûr que l'année prochaine, ben, on sera rappelé. Et c'est aussi une relation de confiance avec les théâtres. Heureusement qu'il y a des gens comme ça, mais il y a aussi d'autres personnes qui, pour la moindre raison, moi j'ai travaillé deux ans dans une même structure. Au bout de 2 ans, ils ont décidé que je faisais plus l'affaire. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai osé ouvrir un peu ma gueule à un moment parce que ça n'allait pas et qu'ils abusaient dans quelque chose. Et ils ont décidé de changer de poste et j'ai été remplacée. Il y avait quelqu'un à la porte parce qu'il y a quelqu'un derrière. Tous les intermittents sont remplaçables parce qu'on a tous envie de travailler. Comme il y a des personnes qui vont partir, on va peut-être arrêter la discussion ensemble et peut-être qu'on peut parler maintenant individuellement. Seulement vous dire que nous à la Comédie on continue le combat et que lundi, sur l'heure du midi, de midi à 14h, on invite toutes les personnes qui le désirent à venir au studio théâtre de Béthune où on va encore discuter et puis voir aussi comment agir et continuer. On va essayer de trouver des idées aussi pour parler aux Béthunois. Donc vous êtes les bienvenus, on serait vraiment super contents que vous reveniez lundi pour continuer. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour cet échange et votre présence de cette discussion. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.